Bonjour et bienvenue dans la quatrième capsule du cours numéro 2. Nous allons regarder ensemble les formulaires HTML. Pour débuter, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble des exemples de formulaires, un peu comme on l'a fait pour la table HTML à la capsule numéro 3. Alors, j'ai chargé 3 onglets, Lululemon, Nike et Vans, leur section souliers. Et on va essayer de comprendre ensemble à haut niveau c'est quoi le rôle des formulaires. Okay? Parce qu'on peut penser, si on n'a jamais travaillé avec la programmation HTML, que le formulaire sert simplement à collecter des informations dans des champs et à soumettre ces informations-là. Mais le formulaire va au-delà de la soumission de données dans des champs. Ce n'est pas juste un formulaire électronique comme on a en tête, c'est ce qui est au cœur de l'interaction entre le client et le serveur. C'est la manière de communiquer, d'interagir entre le client et le serveur. Pour Lululemon, si j'utilise à droite l'outil d'inspection, je vais juste ici diminuer un petit peu, et je viens pointer spécifiquement sur le champ de recherche. Okay, je clique, je vais agrandir maintenant un petit peu à droite pour qu'on voit un peu mieux. Je vois qu'il y a une balise input. Input qui pourrait être traduit par champ. Donc, on a un champ. Et si je remonte dans la hiérarchie, je vais trouver ici l'élément parent qui est le formulaire. Donc, on peut voir qu'on a un champ dans un formulaire. On a d'autres balises aussi. C'est plus ou moins important pour l'instant. Et le formulaire, ça, on en reparlera au cours 9 quand on aura parlé du back-end, même cours 10, cours 11. Le formulaire ici est configuré en mode get. Okay, peu importe ce que ça veut dire. Ça va faire en sorte que si je cherche pour, je ne sais pas moi, sweat pants, enter, on va ajouter, ça s'appelle un query string, à la chaîne de caractères de la requête, on va ajouter ce qu'on vient de chercher. Ça, c'est typique des formulaires de type get. Alors, quand on veut offrir la possibilité de mettre en favori ou en bookmark, excusez-moi, des fois je prends des anglicismes, mais en favori, ou de marquer l'URL, on doit absolument se servir d'un formulaire GET pour ensuite pouvoir retrouver un URL qui correspond à notre recherche. Si on veut pouvoir partager l'URL, même chose aussi. Alors, vous pouvez penser sûrement, juste rapidement, là, sans même vous casser la tête, à plusieurs exemples de formulaires que vous avez vus. Google Maps pourrait être un exemple. Si vous allez sur Kijiji, les packs, probablement Amazon aussi. Vous cherchez pour un item, vous pouvez mettre des préférences de filtre, autre chose, et vous voyez l'URL se construire avec toutes les informations séparées par ce qui s'appelle un ampersand, le signe et, ce dernier caractère-ci, hop, ici. Donc, une jointure entre tous les paramètres pour que ça soit envoyé au serveur. C'est un exemple d'interactivité. On interagit, le client envoie des paramètres, incluant ce qu'on saisit dans un champ texte, qui est un input de type texte, mais ça peut être, comme je dis, d'autres paramètres aussi. Et tout ça est envoyé au serveur pour que le serveur puisse nous retourner de l'information. C'est un exemple d'interactivité. Deuxième exemple, quand on se connecte à un compte, que ce soit Nike, que ce soit Desjardins, une banque, encore là Amazon, Netflix, on a besoin de saisir des informations et de les envoyer au serveur. Donc là encore, c'est de l'interactivité entre le client et le serveur. Souvenez-vous de nos tiers applicatifs, les 3 tiers, client, serveur et base de données. Bon, ben, le formulaire permet l'interaction entre le client et le serveur. Ici, si je viens inspecter le premier champ, on voit un input. On voit aussi un label. Label qui est l'étiquette. Vous voyez que le label a un attribut for avec une certaine valeur. C'est donc une étiquette pour un champ, for un champ, et la valeur du for correspond au ID du champ en question. Et ça, on va se pratiquer tantôt ensemble. On va expliquer le rôle des attributs pour input et label. Mais vous devez bien comprendre c'est quoi un attribut et bien comprendre la syntaxe des attributs. Alors ici, mon input a un ID, un type, un placeholder, un name, des attributs data dont on reparlera plus tard, qui est particulièrement quand on va couvrir jQuery. Alors, plusieurs attributs, et ça nous permet de configurer le champ en fonction de ce qu'on souhaite avoir.
Si j'inspecte le champ password ici, on a un deuxième input, un deuxième champ, avec le label également juste avant, un ID, type, placeholder, value name, etc., plusieurs attributs. Alors, on se rend compte qu'on a besoin d'attributs pour paramétrer, pour configurer nos champs, de la même manière pour le label. On a les deux champs, champ 1, champ 2, adresse courriel, mot de passe. On aurait d'autres éléments aussi. Si je viens ici, on a un label qui remonte, excusez-moi, à celui-ci ici. Donc, un champ de type checkbox, une boîte à cocher. On pourrait avoir toutes sortes d'autres champs. Et si j'inspecte le bouton Sign In, on a un input de type button. On verra que nous, on utilise type Submit. C'est très, très similaire. Alors, type Submit avec un ID, le label qui le qualifie. On voit qu'il y a plusieurs éléments et tous ces éléments-là appartiennent à un élément parent qui est le formulaire. Si je mets ma souris par-dessus la balise Form, on voit tous les éléments en surbrillance, tous les éléments qui sont enfants. Ce formulaire-là a un ID, une classe, mais là où je veux attirer votre attention, c'est que le formulaire a une méthode POST. Tantôt, j'ai dit que les formulaires GET, lorsqu'on les soumettait, les valeurs des champs et des paramètres sont ajoutées à l'URL dans ce qui s'appelle un query string, donc des caractères ajoutés à la requête. Ici, quand on va spécifier une méthode de type POST, c'est qu'on ne veut pas que ces paramètres-là soient ajoutés à l'URL. C'est bien logique si on y pense, OK? Parce qu'on va saisir une adresse et un mot de passe, et ça ne serait pas du tout sécuritaire si j'avais, là, disons que j'ai un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, si dans mon URL, j'avais le mot de passe aucunement encrypté. Alors, avec formulaire de type POST, les données seront quand même disponibles pour le serveur, mais avec un autre mécanisme. Ce ne sera pas dans l'URL. Tout ça, on va en reparler avec le back-end au cours 9 à 11. C'est juste pour vous introduire l'idée que le formulaire, la manière qui est configuré, ça aura un impact sur l'utilisation qu'on va en faire dans le back-end. Et c'est logique parce que si le formulaire est au cœur de l'interaction entre le front-end et le back-end, client et puis tiers applicatif, c'est logique qu'on ait besoin de prendre en considération des éléments des deux côtés. Alors, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, on voit la portion front-end, qui est tiers de présentation, client. On voit la portion front-end du formulaire. On parlera de la portion back-end plus tard. Donc, je reviens ici. Formulaire avec des champs, des inputs, des éléments. Dernier exemple, ici sur Vans, on veut pouvoir sélectionner des miniatures, la couleur, la miniature, sélectionner une taille et ensuite soumettre pour interagir avec le serveur dans le but d'ajouter au panier. Si j'inspecte le champ ici, c'est un élément de type Select avec des options à l'intérieur. On ne va pas pratiquer directement avec le Select et l'option dans le cadre du cours. Pour votre projet, vous pourrez l'utiliser si vous le souhaitez, mais pour les évaluations type TP et examen final, il n'y aura pas de questions sur Select et options, mais je vais quand même vous le montrer. Ensuite, il pourrait y avoir des champs cachés. Ici, chacune des petites images peut être sélectionnée. Il y a plein de composantes à l'intérieur du formulaire. Et quand on appuie sur le bouton Add to Cart, on va soumettre le formulaire. Alors le champ, pas le champ, mais l'élément A, qui est utilisé ici comme bouton, permet d'ajouter au panier, Add to Bag. On se sert de JavaScript, donc c'est un peu plus complexe. On intercepte la requête, on la réenvoie avec des informations. On a des champs cachés, comme je disais, mais tout ça appartient, incluant aussi le menu déroulant, le Select, les autres champs cachés. Je remonte un peu, on a des boutons, on a plein de choses dans ce formulaire-ci. Il me fait travailler un petit peu. Est-ce que je peux peut-être m'aider en venant ici? Champ. Est-ce que je suis rendu trop loin? Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses et voilà ici. Alors ça, c'est ce qui nous permet d'ajouter un item. Là, on n'a pas spécifié une méthode POST. En fait, excusez-moi, oui, on a spécifié une méthode POST, ce qui veut dire que si on appuie sur Add to Cart, on ne verra pas les différents paramètres, les valeurs soumises dans l'URL. Ce champ-ci ici, pas ce champ-ci, cet élément-ci form configure le comportement du formulaire
et ce formulaire-là contient tous les éléments à l'intérieur. Si je venais supprimer le formulaire, hop, vous voyez que tout disparaîtrait. Okay? Vous pouvez faire ça avec des éléments en passant. Là, si vous cliquez sur un élément et vous faites Delete, ça le supprime de la page. Dès que vous allez rafraîchir la page, bien évidemment que le serveur vous envoie une nouvelle version de la page et vous êtes de retour au point de départ. Je vais cliquer sur Quick Shop. Voilà. Alors, un troisième exemple d'interactivité entre le client et le serveur, ça nous prend un formulaire. Je dirais que la version ici du formulaire est encore plus complexe. Alors, exemple très simple pour Lululemon, c'est juste un champ directement dans un formulaire. Formulaire ici, type GET, le type le plus simple, si je peux dire. Deuxième exemple un peu plus complexe, avec une connexion à un compte où on se sert de deux champs, un checkbox, donc une boîte à cocher, un bouton de soumission. Et dernier exemple, on a beaucoup d'infos qu'on veut envoyer en même temps, certaines sous une forme cachée, d'autres avec un menu déroulant, un bouton de soumission, une interception JavaScript envoyée en type POST, plus complexe, mais il reste que tout ça, okay, c'est l'interactivité entre le client, donc le navigateur, et le serveur. C'est le rôle du formulaire. Je ferme les exemples. J'espère que ça vous a donné un contexte intéressant. On va passer maintenant à la démonstration de code, comme on fait souvent. En fait, comme on fait presque toujours pour chacune des sous-sections, démonstration suivie d'un exercice. Je viens ici dans ma démo. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler index.html. J'écris mon template de base, mon titre, démo 2.4, les formulaires HTML. J'ajoute mon métatag. Je mets juste un petit peu de contenu. Sauvegarde, je vais charger ça dans le navigateur. Je vais agrandir un peu, je suis sur la bonne page. On peut commencer à écrire du code. Alors, on va débuter avec l'élément parent. Ici, pour le formulaire, l'élément parent, c'est form. De la même manière que pour table, l'élément parent, c'était table et avait des sous-éléments. Ici, on va écrire des sous-éléments. À noter, gardez en tête qu'ici, on écrit form sans ajouter d'attributs. Quand on va parler du back-end, du côté serveur, cours 9, 10 et 11, on va revenir sur cette notion-là et on va ajouter un attribut important au formulaire qui est l'attribut méthode. Il nous permettra de déterminer si on veut soumettre le formulaire avec les données dans l'URL, type GET, ou les données masquées, si je peux dire, mais quand même disponibles pour le serveur avec le type POST. Alors, on en reparlera, mais gardez en tête que le formulaire peut être configuré avec des attributs, dont l'attribut méthode. Si je ne fais qu'écrire un formulaire sans sous-éléments, je vais me retrouver avec une page blanche. Alors, je dois commencer à écrire des sous-éléments comme des champs. Je vais juste mettre input. Si vous voyez, j'étais rapidement, donc je reviens un peu en arrière. J'ai écrit input. J'appuie sur la touche de tabulation. Si je ne fais que ceci, je sauvegarde. Je vais déjà voir un champ dans ma page. Okay, pas très utile, on en convient, mais vous voyez que le champ ajoute déjà quelque chose dans la page. Ce n'est pas juste un élément parent, c'est vraiment un élément qui a un certain affichage dans une page HTML. Alors, input, ici, c'est un élément orphelin, une balise orpheline de la même manière que la balise image ou que la balise de saut de ligne BR. Alors, je l'ouvre ici, je la ferme ici. Moi, j'ai choisi de mettre la barre oblique à la fin. Comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas obligatoire. Vous pourriez juste ouvrir input comme ça et ça serait correct. Mais moi, j'aime bien être explicite sur la fermeture de la balise. Elle s'ouvre et elle se ferme elle-même. Et nous allons avoir besoin de 3 attributs. Okay? Les 3 sont obligatoires dans le cadre du cours. Premier attribut, c'est le type de champ qu'on va utiliser. Pour le cours, on va se contenter du type texte. Okay, c'est le type le plus flexible. Je peux saisir du texte, mais ça me permet aussi de saisir une date, saisir un nombre. Mais tout ça, okay, tout ce qui sera saisi dans le champ, sera traité comme du texte. Ensuite, je dois donner un name à mon champ. Et le name, c'est arbitraire, mais je pourrais écrire ici, OK, je veux saisir le nom ou le prénom. Okay, je vais saisir le prénom de l'utilisateur du formulaire. Mon troisième attribut obligatoire, c'est le ID. Et le ID et le name peuvent différer ou peuvent être le même. Mais là, je vais choisir volontairement
de mettre deux valeurs différentes. Alors, pour le ID, je vais dire prénom client. Et je ne peux pas mettre d'espace dans mon ID. Alors, j'utilise une syntaxe, une manière d'écrire qui s'appelle camel case. Je commence avec une lettre minuscule, mais quand je change le mot, mon deuxième mot, ou éventuellement mon troisième, quatrième mot, ben là, je ne veux pas avoir trop de mots non plus, mais les mots suivants commencent avec une lettre majuscule pour les distinguer. Je fais une parenthèse, on pourrait écrire en snake case. Donc, chacun des mots est séparé par une barre de soulignement, un underscore. Je vais choisir ici cette méthode-là. Alors, je reviens à ce qu'on disait. J'ai un champ et j'ai mes trois attributs obligatoires. Le premier est explicite, on en a parlé, c'est le type de champ, texte, mais ça peut être number, date ou autre. Pour le cours, on va toujours utiliser texte. Si vous pensez que c'est mieux de prendre number, allez-y pour number, il n'y a pas de problème, mais tous les exercices, tous les TP et autres pourront être résolus avec des champs de type texte. Deuxième attribut name, auquel je donne une valeur de prénom, mais ça peut être une valeur de produit, SKU. C'est ce qui va nous permettre de récupérer l'information saisie dans le back-end. Alors, quand on va parler au cours 9, 10 et 11 de back-end, on voudra récupérer ce qui est saisi par l'utilisateur pour le traiter. Je pourrais l'ajouter à une base de données, je pourrais l'utiliser comme condition dans un algorithme, peu importe. Et pour récupérer cette valeur-là qui est soumise dans le formulaire, je vais me servir de la valeur de l'attribut name comme clé sur une certaine structure de données dont on parlera en temps et lieu. Alors, pour l'instant, ce que vous mettez comme name n'aura pas d'incidence sur le comportement de votre formulaire dans le front-end, mais vous devez quand même le spécifier parce que plus tard, on va s'en servir dans le back-end. Alors, name, c'est un attribut qui nous permet de récupérer les données après la soumission à partir du back-end. Et le dernier attribut, ID, c'est un identifiant unique qu'on donne à notre champ. Ça va nous permettre de faire plusieurs choses avec du CSS ou du JavaScript particulièrement, de cibler nos éléments pour donner une apparence ou un comportement, mais un rôle immédiat, c'est de lier le champ avec son étiquette. Alors, ça m'amène à parler de l'étiquette. L'étiquette, c'est ce qui caractérise ou ce qui décrit le champ, le label. Le label n'est pas un élément orphelin parce qu'il y a du contenu visible qui vient à l'intérieur. Et je pourrais écrire ici prénom du client. Ce label-ci décrit ce qu'on veut recevoir dans le champ. Et pour le connecter avec le champ, ici on a dit que l'input a un certain ID, on va dire que c'est une étiquette pour un certain champ et on le connecte avec le ID correspondant. For peut être traduit pour, une étiquette pour le champ prénom client. Ce qui fait en sorte, on sait que le ID doit être unique, c'est un attribut pour lequel la valeur peut être retrouvée une seule fois dans la page. Alors, si je donne un ID de prénom client pour mon input ici, je ne pourrais pas redonner le même ID, le même identifiant à un autre élément. Alors, avec cette technique-là, je sais que mon étiquette est liée à un champ qui sera unique. Je vais sauvegarder, je vais rafraîchir. Et vous voyez ici, j'ai mon étiquette. Je vais inspecter mon document. J'ai mon étiquette, agrandir ici, pour un champ qui porte un ID de prénom client, ce qui correspond bel et bien à ce ID-ci. Vous devez absolument faire correspondre les deux, c'est obligatoire. Et ensuite, mon champ, c'est un type texte. Alors, je vais pouvoir saisir du texte qui porte un attribut name avec une valeur de prénom. Ça, on sait que ça va nous servir pour le back-end pour récupérer ce qui est saisi ici. Oups, pardon. Ce qui est saisi ici, mais dans le back-end. Et là, ID, on en a déjà parlé. Juste pour vous montrer rapidement, si j'avais utilisé un autre type de champ, exemple date, Chrome offre pour les champs date un formatage qui est prédéfini. Ça me permet de sélectionner des dates. C'est très, très pratique. Ce n'est pas constant pour tous les navigateurs. Exemple, dans Safari, le type date n'est pas supporté de la même manière. Mais si vous êtes convaincu que c'est la meilleure approche, pour un TP ou pour autre chose, allez-y pour, je ne sais pas moi, un type number si vous pensez que c'est mieux. Et type number
par défaut, je peux incrémenter, décrémenter la valeur avec des petites flèches. Donc, c'est un comportement différent. Mais je le répète, vous pouvez tout faire dans le cadre du cours avec un champ de type texte. OK, on a écrit une première paire étiquette-champ. Et ça, j'ai souvent référé à cette combinaison-là d'étiquettes avec un champ comme une paire. P-A-I-R-E. Alors, on a une première paire étiquette-champ. On va en ajouter une deuxième pour permettre à l'utilisateur de notre formulaire de soumettre une rétroaction. Alors, je vais écrire label, rétroaction sur le produit. Et là, en toute honnêteté, il y aurait des meilleures techniques que d'utiliser un input. On pourrait utiliser ce qui s'appelle un text area, c'est un autre élément. Ça permet d'écrire des blocs de texte plus longs, on peut dire la quantité de lignes, la quantité de colonnes disponibles, mais je vais me servir quand même d'un input text pour vous montrer que pour le cours, tous les champs peuvent être définis comme des champs de type texte. Alors, input, barre oblique pour fermer mon élément, moi je l'écris tout de suite comme ça, et je sais que pour le cours, j'aurai absolument besoin de 3 attributs. Ces attributs-là sont obligatoires dans toutes les circonstances, à part celle qu'on va présenter dans un instant, qui est le bouton de soumission. Mais sinon, j'ai besoin d'un type texte. Ici, je vais donner un nom, un name de rétroaction. Et ça, on s'en servira dans le back-end pour récupérer la rétroaction après la soumission du formulaire, cours 9 à 11. Et un ID, rétroaction. Et là, je mets un ID qui est identique au name pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Ici, on avait mis un name différent du ID. Ici, je mets un name identique au ID. Ça, c'est correct. Ce qui ne serait pas correct, ça serait de répéter un identifiant unique ailleurs. Je ne pourrais pas remettre prénom client ici. Mais le name et le ID peuvent être les mêmes. Maintenant que j'ai mis un ID de rétroaction, je suis obligé, pour respecter les meilleures pratiques, de donner l'attribut for à mon étiquette et faire correspondre le for à l'identifiant unique de mon champ. Sauvegarde, rafraîchis. Je vais juste mettre un saut de ligne. On verra des meilleures techniques où on pourrait déjà voir une technique correcte qui serait de mettre chacune des paires dans une division. On va faire ça et vous allez voir quand on va tomber dans Bootstrap qu'on aura déjà commencé à utiliser une technique correcte qui est la division comme élément parent. Je mets tout ça à l'intérieur. Je l'indente correctement. OK, sauvegarde, rafraîchis. J'ai mes 2 lignes, pas très espacées, pas très jolies. Je pourrais vous mettre un petit style, là. On va tout pratiquer ça avec CSS, mais je pourrais dire que toutes mes divisions auront une margin bottom de 12 pixels. OK, déjà un petit peu mieux. On continue. Je veux vous montrer, quand je disais que c'est obligatoire de lier l'étiquette avec le champ en se servant des attributs for et ID, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas correctement. Alors, pour la première paire étiquette-champ, je vais le faire, mais pas pour la deuxième. Je vais faire une erreur. Au lieu de rétroaction, je vais mettre ABC. Alors, l'identifiant ne correspond pas à l'attribut for de l'étiquette. Si je rafraîchis, je peux saisir du texte ici, je peux saisir du texte ici. Ça ne semble pas évident le problème qui a été créé en ne faisant pas correspondre les deux, mis à part la meilleure pratique. Okay? On s'est entendu que c'est une meilleure pratique, il faut la respecter, mais quel est le comportement qui est problématique? Si vous portez attention, je peux cliquer sur les champs dans les deux cas et avoir le focus sur le contenu. Par contre, là où il y a une différence, pour la première paire, je peux cliquer sur l'étiquette et automatiquement, quand je clique sur l'étiquette, le focus est mis sur le champ. Ça, c'est un comportement que le navigateur implémente si on respecte la correspondance entre le for et le ID. Par contre, ici, vous voyez, je clique au point de double-cliquer. Okay, je clique sur l'étiquette et étant donné qu'il n'y a pas de correspondance, le navigateur ne peut pas amener le focus dans le champ parce qu'on n'a pas lié les deux ensemble. Et pour les lier, là, je reviens à ce que je disais, c'est de faire correspondre le ID à l'attribut for. Je remets le tout correctement, je rafraîchis ma page et ici, quand je vais cliquer sur l'étiquette,
je serai amené dans le champ. Alors, c'est le rôle ou un des rôles de for et ID. Finalement, je vais mettre une dernière division en place avec un champ. Quoique j'en aurais même pas besoin ici de la division. Hop. Un champ de type submit. Il y a différentes façons de faire ça. Dans le livre, vous allez voir d'autres manières. On va ajouter un bouton de soumission avec un champ de type submit. Je vais mettre une barre oblique pour indiquer la fermeture de la balise orpheline. Et ici, c'est légèrement différent. Au lieu d'avoir besoin d'un name et d'un ID, j'ai besoin d'un attribut value. Et ce qu'on va mettre comme valeur pour l'attribut value sera ce qui est affiché à l'intérieur du bouton de soumission. Alors, je vais écrire soumettre, mais ça pourrait être autre chose. C'est pas, comment dire, on n'est pas contraint à écrire soumettre. On pourrait dire patate et on verrait patate. Je sauvegarde, je rafraîchis et on voit un bouton soumettre. Si j'écris patate, sauvegarde, patate. Maintenant, on a un bouton de soumission. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a un formulaire pour lequel on n'a pas contraint la méthode à être post. Post qui est le type de méthode pour ne pas ajouter les informations à l'URL après la soumission. Donc, ça veut dire qu'on est en mode get. On va reparler de tout ça en détail cours 9 à 11. Mais ici, je n'ai pas configuré pour être en mode post. Donc, mode get, ce qui est le défaut. Je vais écrire Daniel comme prénom, rétroaction sur le produit, la piscine, je sais pas, est extraordinaire. Donc, j'ai acheté une piscine. Je soumets le formulaire. C'est envoyé. Là, bon, ça a été rafraîchi parce que la page a été remise en zoom 100%, là, mais ça, c'est autre chose. J'ai envoyé les informations au serveur. J'ai interagi avec le serveur à partir du client. Et l'URL est maintenant composée des valeurs pour chacun des champs. Vous voyez aussi que ici, ce qu'on a, okay, c'est prénom est égal à Daniel, rétroaction est égal à ceci. Et prénom et rétroaction, okay, prénom, ici, prénom et rétroaction, correspondent exactement au name. Okay, prénom et rétroaction. Ne correspondent pas au ID. Si on verrait prénom client est égal à Daniel, mais on voit prénom est égal à Daniel. Vous voyez okay, comment le serveur va se servir éventuellement de ces names-là pour récupérer l'information, que ce soit en get ou en post. C'est pour ça que c'est critique d'assigner des valeurs pour name. OK, je pense qu'on a vu plusieurs choses par rapport au formulaire. Revenons un petit peu en arrière. Le formulaire, c'est ce qui est au cœur de l'interaction entre le client et le serveur. Ça permet d'envoyer des informations, mais ça permet de faire d'autres choses. Soumettre une connexion, ajouter au panier. C'est pas juste saisir des données dans des champs et les soumettre. C'est plus que ça. Okay, c'est l'interaction. On a besoin de la balise parent form qu'on peut configurer avec des attributs, mais on va garder ça pour plus tard avec le back-end. Ensuite, on a les attributs pour les étiquettes et les champs, label et input. Pour input, on a 3 attributs obligatoires, type, name et ID. Le type peut toujours être texte dans le cadre du cours, mais il existe d'autres types de champs. Le name, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les données dans le back-end. Ici, là, à titre d'exemple, prénom sera une clé sur une structure de données qu'on utilisera dans le back-end. ID, c'est l'identifiant unique du input. On pourra s'en servir en CSS ou en JavaScript pour cibler l'élément. Mais avant tout, avant de se rendre là, on se sert de l'identifiant unique pour lier l'étiquette à notre champ. Et l'étiquette porte un attribut for qui correspond exactement au ID. Le champ est une balise orpheline, l'étiquette ne l'est pas. Finalement, pour un bouton de soumission, on se sert de la balise input, mais avec un type submit. C'est la seule exception au type texte qui est obligatoire pour le cours. Et au lieu d'avoir name et ID, on a besoin seulement d'une value qui correspondra à l'affichage et le texte affiché dans le bouton. Je pense que ça fait un résumé de ce qu'on a à apprendre pour le formulaire. Voyons voir dans la description, template de base, l'élément parent des formulaires form, c'est beau. Ça prend des sous-éléments pour que ça fonctionne. La balise input, c'est un champ, les attributs obligatoires. Il y a un attribut intéressant dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas obligatoire. C'est l'attribut placeholder. Et si on met ce qui s'appelle un placeholder, on pourrait peut-être traduire par un marqueur. Quand je vais rafraîchir la page, je vais juste agrandir à nouveau.
c'est le texte qui est suggéré. Immédiatement que je clique et commence à écrire A, B, C, le marqueur, l'aide qui s'appelle un placeholder, disparaît. Et si je supprime, hop, l'aide réapparaît. C'est quelque chose que vous avez fort probablement déjà vu. Mais ce n'est pas obligatoire pour le cours, c'est facultatif. Ça, c'est beau. On a ajouté 2 champs, le prénom et la rétroaction. Bon, un 3e champ, mais de type Submit, c'est le bouton. La balise Input qui est orpheline, balise Label, attribut For, configurer le formulaire pour le PHP qui est notre backend. Ça marche. OK, dernière chose à dire, vous pouvez commencer à explorer les snippets. Donc, c'est l'action d'écrire un morceau de code, d'appuyer sur Tab et quelque chose se complète pour vous. Si c'est plus facile pour vous d'écrire des snippets, allez-y. Mais là encore, plutôt que de prendre les snippets ou de copier-coller des morceaux de code dans des fichiers que vous allez réutiliser plus tard pour des exemples, je vous encourage pour l'instant à tout écrire à la main, que ça va vous aider à bien comprendre. Diapo. On a complété la démonstration. Vous avez ici les diapos qui permettent de résumer. Je viens de me rendre compte, là, ici, les exemples qui sont donnés sont des plus vieux exemples. Vous pouvez reprendre ce qui était dans la description, Nike, Lululemon, Vans. Ça ne change absolument rien. Le reste, c'est ce dont on a parlé. Mention intéressante, les formulaires, vous avez remarqué tout à l'heure sûrement, mais quand on écrit du texte et qu'on soumet un formulaire, il y a un rafraîchissement de la page qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on soumet le formulaire, ce qui envoie une requête à notre serveur et le serveur compose une réponse et nous la renvoie. Ça crée le rafraîchissement de la page. Il y a moyen d'utiliser les formulaires, donc d'interagir avec un serveur sans rafraîchir la page. Et c'est ce que vous voyez de plus en plus dans les applications modernes. Et pour y arriver, ça prend des technologies un peu plus complexes, je peux dire, comme le Ajax ou l'API de Fetch, qu'on ne verra pas pendant le cours. Alors, ça existe, vous le voyez, c'est commun, mais ça sort du cadre du cours. C'est beau pour form, label, input, on forme des paires label input avec les bons attributs. Assurez-vous de connaître les bons attributs. Et c'est maintenant le temps de faire l'exercice. L'exercice sera très similaire à la démonstration, mais au lieu d'avoir un prénom et une rétroaction, ça sera de mémoire un produit dans un premier champ et la quantité achetée dans le deuxième champ. Vous pouvez écrire la quantité avec un champ de type texte. Vous pouvez aussi utiliser un type number si vous voulez explorer. Alors, on se revoit pour la solution. Je vous laisse essayer l'exercice, vous rendre le plus loin. J'appuie sur pause, je prépare le tout et à tout à l'heure. Allons-y pour la solution. Alors, j'ai créé solution.html, j'ai mis le template de base, un titre, j'ai créé l'attribut meta, j'ai chargé le fichier ici. 1, c'est fait. 2, créer la balise parent du formulaire. On va écrire la balise form. Pas besoin d'attribut pour form pour l'instant, tant qu'on ne fera pas le back-end. À l'intérieur du formulaire, ajouter 2 champs. Premier pour le nom de l'item acheté. Deuxième pour la quantité achetée. Alors, je débute avec un input type texte. Je vais mettre la barre pour indiquer la fin, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Name, on a dit que c'est le nom du produit, alors je pourrais mettre nom produit. Et on sait que ça prend absolument un ID aussi. C'est obligatoire les 3 attributs. Ne vous posez pas la question est-ce que je devrais l'écrire? Ce n'est pas demandé explicitement. Pour chacun des champs, ça prend absolument les 3 attributs type, name, ID. ID, je vais mettre produit pour utiliser quelque chose de différent de name ici pour vous montrer, là, comme j'ai dit tantôt, soit ça peut être pareil, soit différent. J'ai besoin d'une étiquette qui fait correspondre mon champ, qui décrit mon champ, et je dois faire correspondre l'étiquette à mon champ en utilisant la même valeur que le ID pour l'attribut for. Une étiquette pour le champ produit. Parfait. Je vais mettre ici nom du produit. Ça, c'est ce qui sera visible dans la page. Si je sauvegarde et je rafraîchis, tout est beau, ça fonctionne. C'est un petit peu années 90 comme style, mais ça, on en reparlera au cours 3 et 4. Et l'apparence du formulaire n'a rien à voir avec la structure du formulaire. Ensuite, je continue avec un label. Je vais écrire le label en premier cette fois-ci. For quantité. Je vais mettre du contenu visible. Quantité
acheter, avec le champ qui permet de saisir la quantité. Type, je vais conserver un type texte. Le nom, je vais mettre quantité et je vais mettre un ID de quantité également. Alors là, on voit name et ID peuvent être identiques ou peuvent être différents. L'important, c'est que for corresponde au ID du champ et qu'on ait les trois attributs ici. Ça, c'est beau. Par contre, on va avoir les champs sur la même ligne. Je peux améliorer ça légèrement avec une division. Oups. J'ai accroché quelque chose. On revient ici. On va mettre la paire étiquette champ dans une division. On va faire la même chose ici. Couper le tout, le coller et l'indenter. Ça vient régler le problème. Je vais même mettre un petit style, mais ça sort complètement du cadre de l'exercice. Je veux dire que toutes mes divisions doivent avoir une marge du dessous de 12 pixels. Ça, c'est beau. Finalement, j'ai créé un bouton de soumission. On a fait ici les champs, les étiquettes. Bouton pour soumettre le formulaire. Un champ de type Submit. Pas besoin de name, pas besoin de ID pour les boutons de soumission, mais on a besoin de l'attribut value pour spécifier le contenu visible à l'intérieur. Vous me direz que c'est peut-être illogique. Peut-être que dans ce cas-ci, ça aurait été logique de se servir de deux balises et de mettre le contenu visible à l'intérieur. Vous auriez raison de penser ça, mais ce n'est pas comme ça que le HTML a été designé. Le contenu visible ici sera dans Value et je vais dire acheter. Ou je ne sais pas moi, soumettre, là, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je viens, je rafraîchis, on voit le bouton acheter. Ajouter une étiquette, ajouter un bouton, c'est beau. Visionnez votre formulaire, essayez de le soumettre. Que remarquez-vous? Bon, on va remarquer que les valeurs insérées ou écrites dans les champs au moment de la soumission seront ajoutées à l'URL et on aura le nom d'une variable, mais qui est une clé, est égal à cette valeur-là. On verra que la clé correspond exactement au name. Donc là, le nom du produit, je pourrais écrire du ketchup. J'en achète 2 bouteilles. Ici, après le point d'interrogation dans l'URL, on voit que le nom du produit, nom produit est égal à ketchup et quantité est égal à 2. On a joint chacune des valeurs avec le ampersand, le et. La clé non produit, c'est exactement la valeur du name. La clé quantité, c'est la valeur du name. On voit que c'est comme ça que l'URL est composée et on verra qu'on peut également accéder à ces valeurs-là en post avec les mêmes clés. Tout ça, c'est beau. On a complété la présentation du formulaire, on a complété l'exercice du formulaire. Le cours 2 est quasiment terminé. Il va rester une seule capsule qui sera sur la liste non ordonnée et ordonnée. Donc, il y aura une démo et un exercice. Liste non ordonnée en démo, liste ordonnée en exercice. Et on en profitera dans la capsule numéro 5 pour également faire l'ouverture de la séance. Alors, il reste une petite capsule. Tenez bon. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Ça va me faire plaisir. Merci et à bientôt.